Réduction de capital. Non motivée par les pertes. Plusieurs techniques de réduction de capital avec retrait de fonds. Donc, 3 modalités de réduction de capital. La réduction de la valeur nominale des titres et le remboursement de la somme correspondante. L'annulation de titres et le remboursement intégral de leur valeur nominale. Ou alors, celui dont on entend le plus parler, qui est soumise au régime des plus-values, c'est le rachat par les sociétés, donc réduction de capital, par rachat par la société de ses propres titres en vue de les annuler après autodétention. C'est celui-là dont on dit que, tiens, entre le dividende et la réduction de capital, il s'agit de cette réduction de capital-là. Donc, les dispositions légales pour procéder au rachat d'actions, avec éventuellement applicable aux parts sociales, c'est pas prévu, et donc ce qui n'est pas prévu est susceptible d'être autorisé. Donc voici les dispositions générales. Le rachat avec annulation des titres réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par les pertes. Le rachat en vue d'une attribution de titres aux salariés sans réduction de capital. Et le rachat par la société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions avec ou sans réduction de capital. Avec des situations spéciales de rachat, vive la SAS, notamment le rachat d'actions de SAS, et on peut très bien réserver la possibilité de rachat à une catégorie d'actions déterminée, et pas pour les autres, et procéder à un rachat avec une prime de rachat. Donc vous voyez bien que, quand c'est une faculté de la SAS, je prévois systématiquement dans les statuts, il faut que ce soit prévu dans les statuts, la possibilité de rachat d'une catégorie d'actions, et ce sera par catégorie d'actions, donc il n'y a pas à respecter l'égalité entre associés, c'est l'égalité doit être respectée entre catégories pour une même catégorie d'actions, et la loi m'autorise à prévoir une prime de rachat d'actions. Imaginez que je détiens des actions de catégorie A, je les rachète et je m'attribue une prime de rachat. Il n'y a pas de limite au montant de la prime de rachat. Vous voyez bien que je suis en train de défavoriser les autres actionnaires, forcément. Également, disposition spéciale du rachat, le rachat d'actions de préférence d'une même catégorie. Donc, rachat spécifique à la SAS, rachat d'actions de préférence. Annulation d'actions irrégulièrement détenues, attribution d'un bien à un associé. Concernant la fiscalité, on a vu les différentes procédures juridiques de réduction de capital. En ce qui concerne la fiscalité, eh bien là encore, 3 situations à distinguer. Première situation, diminution de la valeur nominale sans remboursement, eh bien c'est le droit fixe qui est aujourd'hui exonéré. Réduction avec attribution de fonds sociaux avec rachat par la société de ses propres titres. Donc là, c'est le régime des plus-values mobilières qui s'applique. Et le troisième dispositif, c'est réduction avec attribution de fonds sociaux, mais cette fois-ci sans rachat avec remboursement d'apport. Ça veut dire que on va attribuer, par exemple, le remboursement du capital. Le remboursement du capital, lui, il n'est pas taxé. Et puis, ça peut être ici un remboursement d'apport qui peut être en partie fiscalisé en tant que dividende. On va avoir une imposition mixte. Tout ce qui a été apport n'est pas fiscalisé, mais tout ce qui peut être considéré au-delà, eh bien, sera considéré comme le versement d'un dividende. Sans remboursement par diminution de la valeur nominale, donc c'est ici pas de fiscalité, c'est le droit d'enregistrement qui est gratuit. Et réduction avec attribution de fonds sociaux, soit rachat par la société de ses propres titres, régime des plus-values des sommes versées, ou sans rachat, remboursement par annulation, réduction du nominal ou du nombre de titres. Eh bien, tout ce qui va être remboursement d'apport de capital ou de prime d'émission ne sera pas imposé.
et pour le solde sera considéré comme une distribution imposable en tant que dividende. Donc voilà le détail, hein. Diminution de la valeur nominale sans remboursement, le droit fixe gratuit. Réduction avec attribution de fonds sociaux avec rachat, impôt sur la plus-value des sommes versées. Sans rachat par la société de ses propres titres, mais avec remboursement des sommes apportées, eh bien, le remboursement gratuit et le surplus, traitement d'un dividende. Et l'administration fiscale présume que la distribution provient d'abord de la partie imposable. Voici la fiscalité avec rachat par la société de ses propres titres. Donc, régime des plus-values mobilières, droit d'enregistrement et quel est le risque fiscal. Donc, présentation du rachat, la société peut décider une réduction de son capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses propres titres suivi de leur annulation. Les sommes versées suivent le régime de l'impôt sur les plus-values. Et le fait générateur, c'est la date de transfert de propriété des titres. Donc, on est bien sur le régime d'une cession. Dividende ou plus-value, quel est l'enjeu fiscal? On a l'imposition, soit le PFU, soit éventuellement l'option pour l'IR au taux marginal d'imposition. Et on a vu que le régime de l'abattement renforcé est le mieux disant. Donc, il vaut mieux peut-être parfois se placer sur le régime des plus-values lorsqu'on peut bénéficier de l'abattement renforcé de 85%, plutôt que la distribution d'un dividende au PFU ou au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Donc, prélèvement, le PFU de 30% ou l'option pour l'IR au taux marginal d'imposition. Et l'imposition du dividende, PFU de 30% ou option pour l'IR au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Comparaison, dividende, PFU ou taux marginal d'imposition avec l'abattement de 40% ou le rachat des titres qui suit le régime des plus-values mobilières des particuliers. Donc voilà les enjeux. IPV ou IRTMI. Donc on voit que avec tout à fait à droite, la plus-value avec l'abattement renforcé de 85%, bien c'est la voie la moins imposée puisque l'imposition est de 25%. Alors que si l'abattement est de 65%, il vaut mieux le PFU. Dividende, donc revenu des capitaux mobiliers, réduction de capital par achat de titres plus-value. Y a-t-il abus de droit fiscal du fait de choisir la voie la moins imposée? On va voir que dès lors qu'il y a une motivation économique, on écarte le risque de l'abus de droit fiscal. Impôt sur la plus-value sur les titres achetés. Donc la société qui procède au rachat, elle n'est pas imposée sur le bénéfice lorsque ses propres titres sont rachetés. Le résident, imposition des plus-values. Et le non-résident, impôt sur la plus-value si sa participation est substantielle. Pour la société qui procède au rachat, pas d'IS, pas de profit imposable. Il arrive que la société, alors l'administration fiscale n'apprécie pas forcément, mais la société contracte un prêt pour financer le rachat de ses propres titres. Eh bien, la jurisprudence estime, contrairement à l'immigration, que les intérêts souscrits par la société pour procéder au rachat de ses propres titres sont déductibles, dès lors que le rachat est réalisé dans l'intérêt de la société. L'intérêt de la société, ça peut être l'intérêt de réduire le capital, on va voir, pour notamment réduire la valeur de l'entreprise, pour faciliter sa transmission et favoriser ainsi sa pérennité.
Voilà, hein, donc les décisions ici qui décident donc que les intérêts contractés pour le rachat de ses propres titres, les intérêts sont déductibles par la société. Dès lors que l'entreprise tire une contrepartie positive. Et les décisions du Conseil d'État. Le résident, l'associé personne physique, les sommes attribuées qui présentent, alors l'associé personne physique plus-value privée, et si l'entreprise est un associé à l'IS ou sous le régime des BIC, eh bien on a l'IS de droit commun ou le régime des titres de participation. Régime des plus-values applicables. Exception non-imposition pour certaines opérations de structuration, fusion ou scission, apport partiel d'actifs qui suivent des régimes fiscaux spécifiques. L'associé est une société soumise à l'IS. L'associé suit le régime des BIC. L'associé est un non-résident, personne physique ou personne morale. Est-ce que la plus-value, la participation est substantielle? Si elle l'est, eh bien la fiscalité sera la même que l'imposition d'une personne physique résidente, alors que si la participation est non substantielle, non imposable à l'IR, je n'ai pas de définition de participation substantielle. Je vous ai mis des exemples de fiscalité avec rachat de titres par la propre société. Donc également ici, prime d'émission, prime de fusion, réserve, capitaux propres, il y a 1000 actions, c'est les écritures comptables, je vais passer assez rapidement. Simplement, la fiscalité va changer si mon associé est une personne physique ou une personne morale. Pourquoi? Parce que si c'est un associé personne physique qui est soumis à l'impôt sur la plus-value, il peut éventuellement bénéficier de l'abattement renforcé de 85%, alors que si l'associé est une personne morale, eh bien, la réduction de capital avec rachat par la société de ses propres titres est une mauvaise affaire, puisqu'on n'aura pas le régime de mère-fille, mais on aura le régime des titres de participation, puisque c'est considéré comme une cession. Et le régime, lorsque l'associé est une personne morale, eh bien le régime des titres de participation est moins favorable que celui du régime mère-fille. Puisque le régime mère-fille, la quote-part de frais et charges est de 5%, alors qu'elle est de 12% pour le régime des titres de participation. Donc, associé personne physique ou personne morale, la réduction de capital avec rachat par la société de ses propres titres n'est intéressante que si c'est une personne physique qui peut bénéficier de l'abattement renforcé de 85%. Donc voilà, fiscalité variable selon la pré-d'acquisition, le régime fiscal, la durée de détention. J'ai deux personnes qui sont à l'impôt sur le revenu, personne physique par exemple, et j'ai deux associés qui sont à l'IS, personne morale à l'IS. Simplement, bien, il y en a une société IS1 qui peut bénéficier du régime des titres de participation parce que la durée de détention est de 3 ans, supérieure à 2 ans. Et il y en a une qui est IS2 soumise au régime de droit commun de l'IS parce que la détention est inférieure à 2 ans. Eh bien, on obtient ici l'imposition suivante. Voilà. Avec un rappel ici du calcul pour l'abattement de 65%, l'abattement renforcé de 85%. Réduction du nombre d'actions ou de la valeur nominale. Donc, préférez la réduction de la valeur nominale en général. Pourquoi? Parce que si je fais disparaître des titres, notamment parce que je procède au rachat de titres, les titres disparaissent,
Et regardez la fiscalité, notamment pour durée de détention. Si les titres disparaissent, je ne pourrai plus appliquer des régimes de faveur. Notamment, attention au pacte du trail. En général, je préfère la réduction de la valeur nominale. Voici les limites de la réduction du nombre d'actions. Donc la durée de conservation des titres pour le calcul de l'impôt sur la plus-value, le du trail, ça équivaut à une cession, donc on peut faire tomber le pacte du trail. La limite également de création de rompu avec création d'une inégalité entre actionnaires, sauf clause contraire. Le pacte du trail, alors voilà, j'ai une disposition qui dit que la réduction de la valeur nominale de l'action, sans réduction de leur nombre, ne constitue pas une rupture de l'engagement de conservation pris par un apporteur ayant reçu des actions en contrepartie. Droit d'enregistrement. Les droits d'enregistrement et la réduction de capital avec attribution de fonds sociaux. Pas de droit de partage. Une restitution partielle ou un rachat de titres en cours de vie sociale ne constitue pas un partage. On peut avoir l'exonération des droits d'enregistrement sur des titres et l'exonération des droits d'enregistrement sur les biens attribués sous condition. Donc, exonération des droits d'enregistrement sur les titres, quel que soit le procédé de réduction de capital. Exonération des droits d'enregistrement sur les biens attribués sous condition, et notamment selon la théorie de mutation conditionnelle des apports, avec l'engagement de conserver pendant 3 ans. Voilà. Le bien est attribué et hors du champ de la théorie de la mutation conditionnelle des apports. Engagement de conserver les titres durant 3 ans. Le bien est attribué est un bien social. Et préférence pour passer un seul acte pour constater la réduction de capital et le rachat des droits sociaux. Le droit fixe est gratuit. Pas de droit d'enregistrement, rachat de parts aux héritiers non agréés. Pas de droit d'enregistrement. Donc, jurisprudence récente, encore. Le rachat par une société de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à un associé décédé ne constitue pas une cession de parts sociales lorsque, du fait des statuts de la société, les héritiers n'ont pas pu acquérir la qualité d'associé. Donc, les clauses d'agrément ne constituent pas, ici, des droits d'enregistrement. Droit fixe et droit proportionnel si les opérations sont constatées par 2 actes différents. Donc plutôt un acte que 2 actes. Alors, risque fiscal de la réduction de capital. Bien, il faut toujours une motivation économique qui l'emporte. Choisir la réduction de capital n'est pas constitutif de l'abus de droit dès lors que la motivation économique est présente. Pas d'abus de droit dès lors qu'on motive l'opération. Alors, comment motiver l'opération? Bien, économiquement, un capital faible est plus intéressant qu'un capital fort, bien qu'on affirme le contraire. Je dis que la réduction de capital et la distribution d'un dividende sont 2 procédés différents non comparables pour obtenir des liquidités. Un dividende, on ne peut que l'obtenir que sur les sommes distribuables, alors que la réduction de capital, on peut avoir des sommes bien supérieures à un dividende. Des conséquences patrimoniales complètement divergentes. On a vu notamment précédemment que lorsque les clients sont mariés en régime de communauté
la distribution d'un dividende tombe dans la communauté, alors que le rachat de titres, eh bien, le bien reste propre. Donc, c'est pas pareil. Une réduction du risque grâce à la réduction de capital. Et voyons ensuite quelle est la position de la jurisprudence et du comité d'abus de droit fiscal. Un capital faible est plus intéressant qu'un capital fort. Avantage d'un capital fort, certes, la protection des créanciers sociaux, et donc de la banque. Avantage, ça augmente la capacité d'endettement, mais ce n'est pas forcément nécessaire d'un capital fort. J'affirme qu'un capital fort présente surtout des inconvénients par rapport à un capital faible. Et voici les inconvénients du capital fort. J'immobilise des capitaux non productifs d'intérêt, qui ne peuvent pas être réinvestis dans des activités économiques diverses, augmente la réserve légale, ça réduit l'effet de levier financier, la rentabilité financière, augmente le nombre de personnes qui ont droit à dividendes. Les augmentations et réductions sont soumises à l'accord des associés, c'est une dette de dernier rang, et les dividendes ne sont pas une charge déductible des résultats, alors que les intérêts d'emprunt et des comptes courants sont déductibles du résultat. Donc, en fait, la réduction du capital optimise la gestion des ressources. Et vous allez voir encore les motivations économiques avancées, et celle que je retiens qui a ma préférence, c'est que la réduction de capital a permis de réduire, j'aurais pu faire une description de dividende, mais la réduction de capital a permis de réduire la valeur de l'entreprise et donc facilite sa transmission et donc assure la pérennité de l'entreprise. Deuxième ici motivation, c'est que la réduction de capital et la distribution d'un dividende sont deux procédés totalement différents. Le dividende ne peut être prélevé que les sommes distribuables, alors qu'il n'y a pas de limite au rachat de titres par la société. Des conséquences patrimoniales divergentes, donc la communauté légale notamment, distribution d'un dividende, un revenu, ça tombe dans la communauté, réduction de capital, plus-value, ça reste un bien propre dès lors qu'il y a remploi. Démembrement de propriété, le dividende, l'usufruit pour les sommes provenant du report à nouveau, le nu propriétaire pour les réserves, alors que le rachat d'actions, répartition du prix selon la valeur économique, sauf convention contraire. Une réduction du risque. Si je réduis le nombre d'actions, je réduis le risque, contrairement à une distribution de dividendes. Et la réduction de capital réduit la valeur de l'entreprise et facilite sa transmission. Et voici, pour finir, quelle est la position de la jurisprudence et du comité d'abus de droit fiscal. Rachat d'actions financiers par emprunt, sanction si l'opération est sans intérêt pour la société. Y a-t-il abus de droit fiscal ? Et après, on verra les autres schémas. Apport en report, puis réduction de capital. Vous l'avez cité tout à l'heure. J'apporte en report et je procède à une réduction de capital. Eh bien, abus de droit fiscal. Sauf s'il y a une réelle motivation économique. Donation, apport, réduction de capital. Donc, rachat d'actions financées par emprunt. Y a-t-il sanction si l'opération est sans intérêt pour la société ? Voilà, la société va procéder au rachat de ses propres titres et pour financer le rachat, eh bien, elle va emprunter. Et on a vu que les intérêts de l'emprunt, s'il y a une contrepartie pour l'entreprise, sont déductibles de son résultat, contrairement à la décision de l'administration fiscale. Voilà. Donc, dès lors que le rachat des titres est réalisé dans l'intérêt de la société, eh bien, les intérêts sont déductibles et il n'y a pas de sanction dès lors que l'opération est réalisée dans l'intérêt social. Y a-t-il abus de droit fiscal ? Pas d'abus de droit fiscal ou abus de droit fiscal en l'absence de motivation économique. Donc, il y a un certain nombre de décisions maintenant. Donc, voyons pour lesquelles il n'y a pas d'abus de droit fiscal.
Alors toujours, le comité d'abus de droit fiscal rappelle qu'entre deux solutions comparables, le contribuable est libre de choisir la voie la moins imposée. Toutefois, voilà, en l'absence de motivation économique, on va considérer que le contribuable aurait dû percevoir plutôt un dividende. Donc l'opération n'est pas critiquable dès lors qu'elle n'est pas effectuée de manière récurrente, comme la distribution d'un dividende. Et il y a l'abus de droit fiscal dès lors qu'il n'y a aucune justification économique, autre que fiscale. La réduction du capital est effectuée de manière récurrente. Et il y a des opérations concomitantes de réduction-augmentation sans modification de la répartition du capital. Pas d'abus de droit fiscal. Choisir la voie la moins imposée n'est pas constitutif de l'abus de droit si l'opération de rachat est ponctuelle. Le rachat s'inscrit dans un schéma global. L'administration est toujours tenue de se placer dans une vue d'ensemble. La réduction de capital est motivée par une finalité économique propre, et notamment la trésorerie est pléthorique, le montant des réserves est hors de proportion avec les besoins de l'exploitation, et la réduction de capital permet de réduire la valeur de l'entreprise et facilite sa transmission. Et voici le détail des décisions. Parce que sur le principe, sur une année X, c'est quand même possible de distribuer des dividendes et de faire une réduction de capital, tout en restant proportionné, bien sûr. Ah oui, puis qu'est-ce que ça veut dire proportionné, hein? Mais toujours motiver l'opération. Parce que je peux très bien distribuer un dividende sur les sommes distribuables, et si toujours les fonds propres restent pléthoriques, ou ma trésorerie est pléthorique, procéder après une réduction de capital. À mon avis, les deux ne sont pas incompatibles dès lors que j'ai une motivation économique pour la réduction de capital. Mais pourquoi voulez-vous réaliser les deux en même temps? J'ai jamais eu le cas, mais c'est la question tordue qui m'a traversé l'esprit. J'ai envie de me faire du mal. Là, alors, d'accord. Alors, alors, je vais vous dire, le top du top, c'est que vous faites une distribution de dividendes pour l'associé personne inégalitaire, pour l'associé personne morale, l'ALIS, avec l'application du régime Murphy. Et pour l'associé personne physique, vous faites une réduction de capital qui suit le régime des plus-values mobilières avec l'abattement de 85%. Qu'en dites-vous? Sur le papier, c'est sympa. Ouais. Et dans la réalité, pif paf. Donc, on peut tout faire, mais la question, pourquoi? Voilà. Si je n'ai pas la réponse, mais dans la vie, c'est toujours pareil, si je n'ai pas de réponse à pourquoi faire, quoi? À moins de vouloir faire comme les autres. Bon. Donc, opération, j'ai répondu? Oui, parfaitement, merci. Bon. Opération concomitante de réduction-augmentation sans changement ici, de répartition du capital, sans modification de répartition du capital, pas d'abus de droit, dès lors que le montant des capitaux propres est pléthorique au regard des besoins de l'exploitation et la trésorerie n'est pas nécessaire. Une opération unique de réduction de capital, opération ponctuelle, plusieurs augmentations de capital, puis opération concomitante d'augmentation puis de réduction de capital. Mais si la motivation économique l'emporte, qui s'inscrit dans une restructuration globale de la société entreprise depuis plusieurs années, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas eu d'abus de droit. Dès lors que l'opération s'inscrit dans un schéma global. Mais c'est quoi l'intérêt de faire une augmentation de capital et par la suite une réduction? Il peut y avoir des changements d'associés en même temps. Ah oui. Donc par exemple, par réduction et après l'augmentation à l'arrivée d'un nouveau. Ouais. Ok.
Voilà, ici, la SAS cède la quasi-totalité de sa clientèle. Le cédant prend l'engagement de partir à la retraite dans 2 ans. Liquidation anticipée de la société. Elle procède à une réduction de capital par rachat de ses propres titres et une attribution de fonds sociaux. Bien, ça permet notamment de réduire la valeur de l'entreprise, par exemple. Réduction unique. Réserve excessive. Transmission à terme de la société, motivation économique. Voilà. Alors que abus de droit fiscal, distribution massive refinancée par emprunt. Voilà. Autre schéma, apport en report, réduction de capital. Vous l'aviez cité l'opération, je fais une opération en report, placée en report, et une réduction de capital. En l'absence de motivation économique, je vais sévir par l'abus de droit fiscal. Apport en report, réduction de capital par rachat, abus de droit. Le régime d'apport-cession. Pas d'abus de droit si en cas de réinvestissement économique. Comité d'abus de droit fiscal, absence d'abus de droit, apport de titres d'une société IS à une IS non contrôlée en sursis d'imposition, réduction de capital non motivée par des pertes de la holding, par diminution de la valeur nominale des titres, les sommes mises à disposition de la société constituent pour partie des remboursements d'apports non imposés et pour l'autre partie des revenus distribués. Position de l'administration fiscale, aucun intérêt. Selon le comité d'abus de droit fiscal, la réduction de capital par la réduction de la valeur nominale des titres de la société est sans conséquence sur la plus-value placée en sursis d'imposition. Jurisprudence récente. J'ai oublié de mettre l'année du rapport annuel. Transmettre et attribuer des liquidités, donations, apports, réduction de capital. Donc ici, je donne les droits de mutation à titre gratuit, j'apporte à une holding sans report, je n'ai pas besoin du report, la donation est effacée la plus-value, et H vend F, trésorerie, distribution de la trésorerie aux associés de H par réduction de capital avec rachat. La plus-value, la donation a effacé la plus-value. Y a-t-il l'abus de droit? Non, à mon avis, puisque je n'ai pas eu le traitement. Mais vous voyez que non, à l'absence de réappropriation. Et ici, donc sans rachat, avec remboursement d'apport, c'est plus le régime des plus-values qui s'applique, mais le régime mixte. On a le remboursement des apports qui n'est pas fiscalisé et le solde qui est taxé en tant que revenu distribué. Donc c'est la fiscalité ici avec attribution de fonds sociaux toujours, mais sans rachat de titres par la société. Donc remboursement non imposable, la prime d'émission est considérée comme un apport. Elle n'est pas fiscalisée au moment de remboursement. Et toutes les autres, et notamment les autres sommes versées, sont considérées comme un revenu distribué. Si la société allière, les distributions par les sociétés allières ne sont pas taxées, la société étant imposée au fur et à mesure de la réalisation des bénéfices. Si la société est à l'IS, on peut avoir l'application du 238 bis K des sommes imposables. Société à l'IS qui procède au remboursement, non l'imposition des sommes distribuées qui correspondent au remboursement des apports et aux primes d'émission, le solde est imposable en tant que revenu distribué, soit au PFU, soit au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Et si la société est une société à l'IS, c'est le régime Murphy.
comme une distribution de dividendes. Donc, rappel de l'imposition de dividendes, ici, lorsque la société est à l'IS, soit le PFU, soit éventuellement le taux marginal d'imposition ici à 45%, après l'abattement de 40%. Et la CSG déductible, l'année suivante, N+1. Et voici le détail du texte de l'article 112. Et des exceptions. Et la présomption de l'ordre de distribution, c'est présomption des sommes qui sont d'abord imposées à l'IR, aux dividendes. Et je vous ai mis ici des exemples de revenus imposables. L'hypothèse 1, les sommes remboursées sont inférieures aux apports, ou les sommes remboursées sont supérieures aux apports. Et vous y référez si vous êtes confronté au sujet. Et je vous ai mis des exemples. Apport à société en sursis d'imposition, puis attribution des fonds par réduction de capital, fiscalité. Une personne à l'IR apporte à société 1 à 1, puis apporte société 1 à société 2 à 2. Elle procède à une réduction de capital, ici avec attribution de fonds sociaux. Donc, distribution non imposable, les remboursements d'apport, et distribution imposable, les dividendes pour le solde. Voilà. L'apport de titres placés en sursis d'imposition est une simple opération intercalaire.